Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va continuer parce que là, on a un invité de qualité, enfin chacun des invités de qualité. Mais là, je suis vraiment content. J'aime bien aussi de temps en temps avoir des témoignages de vie un peu atypiques, comme tu l'as évoqué, Michel, qui est une ancienne voyante, etc. Mais là, on a un autre témoignage de vie un peu atypique. C'est un maire en fonction. Qui est dans une petite commune près de Rouen. Et on va l'accueillir, c'est Franck Meyer qui est avec nous. Franck, si tu veux bien nous rejoindre. Bonjour Franck. Bonjour Benjamin, bonjour Nathalie, bonjour Franck. Sabelle, bonjour Claude. Est-ce que tu vas bien ? Absolument, je vais bien. Bon, alors déjà une petite question sans préambule. Est-ce que ton costard cravate, c'est la tenue officielle du maire ? Alors, il n'y a pas de tenue officielle pour le maire, c'est l'écharpe qui fait partie de la tenue officielle. D'accord. L'écharpe de 3 couleurs, puis une petite question piège. Savez-vous qu'il y a une différence de sens de ces couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, quand on est député maire ou quand on est simplement maire comme moi ? Ah non. Vous ne saviez peut-être pas, hein ? Non. Eh bien, quand on est simplement maire comme moi, on porte le bleu de l'écharpe côté col. Alors que quand on est député maire, c'est le rouge qu'on porte côté col. Et qu'est-ce qui se passe si tu le fais ? Qu'est-ce qui se passe si tu échanges ? Je ne sais pas, pour tout te dire. J'ai jamais tenté les choses parce que je pense qu'il faut être toujours en vérité. Je crois qu'il y a un bagne pour les maires qui se trompent d'endroit pour l'écharpe. Guantanamo français. C'est ça, Guantanamo français. Alors, Franck, toi, tu es maire de, je me le suis noté pour bien de le lire quand même et faire honneur à ta commune, Sotteville-sous-le-Val, qui est près de Rouen, une petite commune de 800 personnes, c'est bien ça ? Tout à fait, 800 habitants. Et depuis combien de temps es-tu en fonction ? C'est-à-dire, as-tu plusieurs mandats ? Absolument, j'ai été élu maire en mars 2001. Ah oui, tu vois, ça fait plus de 20 ans. Wow, ils t'ont fait confiance, hein. C'est beau ça. Ah oui. D'ailleurs, les derniers scores, c'était même un peu, on dit des scores à la soviétique, parce que j'avais 98%, je crois, de suffrage favorable. Bravo. Rassure-nous, t'as rien truqué. Sinon, il y a bien longtemps que je ne serais plus en poste. En tout cas, on est vraiment heureux de t'avoir. Pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est de parler un peu de l'envers du décor aussi, essayer de comprendre mais qu'est-ce que c'est la fonction d'un maire, etc. Et parler un peu de l'actualité. Alors, je vais commencer avec cette première question. Pourquoi est-ce que dans les années 2000, tu t'es présenté en tant que maire ? Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter pour être élu ? Eh bien, c'était des circonstances difficiles. Il y avait un conflit grave dans ma commune entre une multinationale, la municipalité et les habitants. C'était à propos d'un projet industriel. Et sincèrement, il n'y avait pas d'équilibre de trouver. Les points de vue étaient fortement opposés. Et du coup, une partie de la population était venue me voir, parce que moi j'étais directeur de l'école communale à ce moment-là, en me disant, écoutez, Monsieur Meyer, est-ce que vous n'accepteriez pas de mener une liste pour les prochaines élections, parce qu'on aurait besoin que quelqu'un soit ouvrier de paix dans cette situation, et en même temps que les intérêts des habitants soient protégés, et qu'ils soient aussi écoutés, parce que les habitants avaient le sentiment de ne pas être du tout entendus face à ce grand projet industriel qui allait voir le jour. D'accord. Et donc, c'est ça qui t'a fait dire, tiens, si on me propose, alors je vais me lancer. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un choix difficile, Benjamin. Je veux bien le croire, justement. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur au moment où tu te dis, je vais me lancer, je vais faire une sorte de campagne ? Alors, je ne sais pas comment ça se passe, une campagne dans une commune de 800 personnes, mais comment tu gères ça ? Bien, c'est un moment compliqué parce qu'il y a d'abord une prise de décision. Vous savez, vous connaissez cette parole de Jésus dans les évangiles qui dit que avant de construire une tour, il vaut mieux s'asseoir pour en calculer la dépense. Oui. Donc je dois dire que c'est la première chose que j'ai commencé à faire, c'était de m'asseoir pour essayer d'en calculer la dépense. Et pour être tout à fait net, la dépense a été beaucoup plus élevée que ce que je n'avais évalué. C'était mauvais en calcul. Voilà. Et puis mon expérience. Que je n'avais pas encore suffisamment. Et donc, du coup, c'est la première chose à faire, c'est d'essayer d'évaluer ce qu'on va pouvoir avoir du temps à consacrer pour être maire. Est-ce qu'on aura aussi les forces nécessaires ? Est-ce qu'on a une équipe avec soi ? Parce que constituer une liste, c'est déjà essayer de constituer une équipe, parce que le maire ne gouverne pas du tout seul. Au contraire, il faut qu'il soit entouré
le pouvoir, c'est quelque chose qui se partage et qui se porte collectivement. Et après, une fois qu'on a pris la décision, eh bien, il faut établir un programme. Alors moi, j'avais été très, très prudent parce qu'on était dans une situation compliquée municipalement, je le savais. Donc, la liste que j'ai conduite, on n'a rien promis. On n'a pas fait de promesse électorale, mais on a axé notre communication sur notre méthodologie, comment on allait travailler, de quelle manière on allait associer les habitants et comment on allait essayer de résoudre ce fameux conflit que j'évoquais tout à l'heure, notamment avec une grosse multinationale. Donc, c'est ainsi que les habitants nous ont fait confiance. Quant à la campagne électorale, il y a des réunions publiques, on rencontre les habitants, on discute avec eux, et puis il y a des moments difficiles. Moi, il y avait une lettre anonyme de distribuer dans toutes les boîtes à lettres, disant « Ne votez pas pour lui, il est évangélique ». Voilà. Je ne sais pas quel était le rapport pour ces gens-là, mais en tout cas, ce sont des moments qui sont compliqués. Et puis, il y avait eu un matin des affiches calomnieuses placardées me concernant. Donc là, j'avais porté plainte. Ah oui. C'est pas des moments simples. Ouais, et puis tu te mets vraiment à la merci de chacun, en fait, tout simplement. Bien sûr. Comment... c'est une position publique. Ouais. Alors, quel est le... Est-ce que si tu arrivais à résumer en une phrase, ou voilà, un maire, qu'est-ce que fait un maire? Alors, je pense que ça dépend aussi de la taille de la commune, etc. Mais quel est ton... Il y en a un bouquin, là. Quel est ton rôle? Alors, en fait, le maire, il a deux rôles parce qu'il a deux positions. D'abord, il préside à l'administration de la commune. Il préside au vivre ensemble. Donc, il y a tout un aspect qui traduit la confiance que les citoyens lui témoignent puisqu'ils l'ont choisi. En fait, les citoyens élisent un conseil municipal et c'est le conseil municipal qui va élire le maire. Donc, le maire, en tant que responsable de la commune, eh bien, il prépare et il exécute les décisions du conseil municipal. Il est aussi responsable du bien vivre ensemble, je vais dire comme cela. Il a un pouvoir législatif puisqu'il peut édicter des arrêtés qui vont pouvoir réglementer la vie commune. Par exemple, je prends un exemple très concret, j'ai un parc réservé aux familles dans ma commune qui s'appelle le parc des Saules. Eh bien, les chiens sont interdits dans ce parc parce qu'il y a beaucoup d'enfants et donc les chiens sont interdits. Donc j'ai pris un arrêté disant qu'à cet endroit-là, on ne peut pas s'y promener, même avec un chien tenu en laisse. Donc voilà, je peux faire loi, si je puis dire. Ensuite, je représente ma commune devant la justice. Quand la commune est attaquée ou quand elle-même attaque devant une juridiction particulière, c'est moi qui vais me rendre avec l'avocat de la commune au tribunal. Et je me suis retrouvé un jour comme cela à la barre pour donner le point de vue de la commune en plus de la plaidoirie de l'avocat de la commune. Et puis, le maire, c'est aussi un agent de l'État. Et de ce côté-là, il est officier d'état civil, il est officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut dresser un procès verbal, que ce procès verbal il est pris en compte par le procureur de la République. Je savais pas ça. Le maire organise les élections aussi, donc il le fait pour le compte de l'État. Donc vraiment, il est agent de l'État. Ok, d'accord. Et alors, concrètement, ta semaine, qu'est-ce qu'il s'y passe? Il y a quelque temps, on a évoqué la semaine d'un pasteur. Parce que certains se disent, ils prennent juste le temps pour lire la Bible et ensuite ils retournent se coucher. Chez un maire, qu'est-ce qui se passe chez un maire? Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine d'un maire? Alors d'abord, il faut dire que je suis maire, comme tu l'as rappelé, d'une petite commune. Ce n'est pas la même chose d'être maire d'une commune de 20 000 habitants, même si ma petite commune est au sein d'une grande métropole de 500 000 habitants. Mais le témoignage que je peux donner, c'est vraiment le maire d'une commune de moins de 1000 habitants. Oui. Et donc, par exemple, moi, le lundi, alors ma semaine de maire, si je puis dire, elle commence le dimanche soir, où elle va commencer le lundi très tôt, le matin. C'est-à-dire très tôt, ça veut dire 5h, 5h30. Et puis là, je vais commencer par ouvrir la boîte mail de la mairie pour voir un peu les urgences, organiser aussi le travail qui va devoir être fait cette semaine, les dossiers qu'on va devoir traiter, et puis chaque sortie de week-end,
il y a des problématiques qui vont devoir être réglées. Par exemple, la plainte d'une personne qui dit que tout le week-end, son voisin s'est garé devant chez lui, que ça s'est mal terminé, qu'ils se sont enguirlandés. Que fait le maire pour organiser mieux le parking dans la rue? C'est aussi, par exemple, comme j'ai eu la semaine dernière, des chiens qui ont aboyé apparemment tout un dimanche après-midi. J'ai un mail en disant que fait le maire? Il y a 3 jours, c'était parce que des lampadaires n'avaient pas fonctionné dans un quartier. La personne m'écrit en disant nous on paye nos impôts comme tout le monde, on veut de la lumière comme tout le monde. Voilà. C'est toutes ces choses-là il faut comprendre qui arrivent dans la boîte à lettres de la mairie. Et le lundi matin, c'est vraiment le bureau des pleurs. Voilà. Et ensuite, le lundi, donc je vais m'occuper particulièrement de cela. Le mardi, je vais plus être dans le rapport entre la mairie, les institutions et ses partenaires institutionnels, la métropole, donc les réunions que je vais avoir avec la métropole, les sujets sur la voirie, les réunions avec le département, parce que, par exemple, il y a des sujets que je vais partager avec d'autres collectivités territoriales. Je prends un exemple très concret. Il y a sur ma commune ce qu'on appelle un écosite sportif de 37 hectares. Il y a une réserve naturelle. Bon, eh bien, des projets comme ceux-là, je vais travailler avec Jeunesse et Sport, je travaille avec le département, donc ces dossiers-là, je vais plutôt les traiter le mardi. Le mercredi, pour moi, après mon travail, ça va être de réunir le bureau municipal, ça va être de réunir le conseil municipal tous les 2 mois, le mercredi soir, pour traiter de toutes les affaires communales. Mais c'est extrêmement vaste. Par exemple, mercredi, le sujet, c'était installer de nouveaux arrêts de bus à certains endroits. Il faut faire venir les services de la métropole concernés, consulter aussi les habitants. Mes adjoints et moi, on travaille. Et je veux d'ailleurs leur rendre hommage à mes adjoints. Je le disais tout à l'heure, le pouvoir, c'est quelque chose qui se partage. Ouais. Sans eux, vraiment, je ne pourrais pas y arriver. Parce que je travaille, j'ai mon mandat de maire. Le jeudi, je vais être plus sur l'urbanisme, les permis de construire, les déclarations d'intention d'aliéner, plus être sur s'il y a des questions relatives à l'état civil. Le vendredi, je m'occupe plus des finances, par exemple. Donc, j'organise ma semaine comme cela. Mais honnêtement, on est maire tout le temps. Et le samedi matin, par contre, je le bloque, c'est-à-dire parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de prier, parce que je suis quelqu'un qui aime prier, qui aime lire la Bible. J'ai besoin de ce recul-là. Et puis, le week-end, parfois, il y a des manifestations, vous savez bien, comme dans toute commune. Alors, parfois, je me fais représenter, parfois, j'y suis. Et puis, il y a toujours les imprévus, vraiment. La période Covid a été une période difficile, elle n'est pas terminée. J'ai été appelé un dimanche après-midi parce que quelqu'un s'était jeté sous un train. Voilà, ça fait partie des obligations du maire. Eh bien, je laisse là mes invités et puis je m'en vais. Ouais, donc tu as une semaine vraiment très chargée. On le comprend bien et je le rappelle, c'est une commune de 800 habitants. Tu peux adapter ta vie professionnelle à ta vie de maire. Est-ce que tu peux réguler les heures? Oui, Samuel, et là, c'est très important d'être extrêmement bien organisé. Vraiment. Il faut avoir un agenda très bien tenu, il faut être beaucoup dans l'anticipation, savoir étaler la charge, et puis savoir où sont ses priorités et savoir les respecter, ces priorités-là, aussi avec la famille, avec la vie d'église, avec les amis, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, le maire que je suis a le droit de prendre 3 jours de congé sans solde par mois. Ça, c'est quelque chose qui m'est très utile. Ouais. Est-ce que tu es à plein temps? Oui, je travaille à plein temps, je suis professeur des écoles. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire. Moi, je partais sur le fait que tu étais à plein temps dans la mairie, en tant que maire. Mais c'est ça, mais là, ça change encore la donne, ça montre la charge en plus qui est énorme. Claude, tu voulais poser une question? Plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première, elle est très factuelle. J'habite aussi une commune de peu d'habitants, 500 habitants, et au fil du temps, au fil des années, on a l'impression que le maire devient plus un espèce d'exécutant d'une collectivité, d'un État, et il y a de moins en moins de pouvoir, y compris financier. Alors, est-ce que c'est qu'une impression que j'ai ou est-ce que c'est vrai? Et la deuxième question, pas insidieuse, mais plus factuelle aussi, parce que les lois sociétales, au fil des dernières années, ont beaucoup évolué en France. Comment se situe en tant que maire avec une éthique comme la tienne? Ça, on va y venir dessus. Déjà sur c'est bien. J'ai rien dit, mais c'est bien. Celle-ci, on va y venir dessus, mais peut-être la première question,
Si tu peux y répondre, Franck. Alors, rappelle-moi, Claude, la première, j'étais déjà parti sur la deuxième. Est-ce que le maire a réellement une influence, un pouvoir réel financièrement, je parle? Il m'a devancé sur mes questions, c'est très bien. Il est clair que les pouvoirs et les marges de manœuvre, je vais dire les choses comme ça, les marges de manœuvre du maire se sont réduites. Et ça, c'est dommageable, je pense. Elles se sont réduites pour plusieurs raisons. Alors la première, tu as évoqué, Claude, la question financière. Il est vrai que les dotations de l'État ont largement diminué. Je m'explique. À partir de 2012, le président de la République d'alors, c'était François Hollande, a demandé aux communes un effort financier considérable afin de lutter contre la dette publique et d'aider l'État à sortir de son endettement. Donc, on a réduit les dotations communes. L'exemple de la mienne, je disposais de 128 000 euros de dotation, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement de la part de l'État. Je disposais de 128 000 euros par an. Aujourd'hui, je suis à 62 000. Donc, c'est une réduction considérable. Pour faire la même chose. Considérable. Mais dans le même temps, et ça, c'est ce qui nous inquiète, nous les maires, c'est que l'effort qui a été fait du côté des collectivités territoriales, eh bien, on sait bien, ça n'a pas enrayé l'endettement de l'État, ça n'a pas enrayé la montée de la dette de la France. Et ça, pour nous, c'est très frustrant. Parce qu'on se dit qu'on a fait des efforts et ces efforts aujourd'hui, eh bien, ils ne portent pas les fruits qu'on escomptait. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, les communes sont incluses dans ce qu'on appelle des communautés de communes ou des communautés d'agglomération ou des métropoles. Et ces collectivités territoriales de niveau 2, si je puis dire, eh bien, elles ont des pouvoirs propres que les communes leur ont transférés. Et dans ce cas-là, le maire n'a plus pouvoir sur ces transferts de charges ou ces transferts de responsabilités. Je vais prendre un exemple très clair pour que tous ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Dans la métropole de Rouen à laquelle j'appartiens, la question des voiries et les trottoirs appartiennent maintenant à la métropole depuis 2014, alors qu'avant, je gérais les choses avec mon conseil municipal. Eh bien, un habitant qui voudrait réaliser un bateau sur son trottoir devant chez lui parce qu'il y a une nouvelle entrée, il souhaite pouvoir passer ses véhicules sans difficulté, je ne peux pas intervenir. C'est la métropole qui décidera des travaux, oui ou non, et des délais de réalisation. Je n'ai plus la main là-dessus. Et ça, c'est très frustrant parce que, comme a la coutume de dire le président du Sénat, le maire est à portée d'enguirlandade, quoi. Si vous voulez, je peux très bien avoir une remarque en disant mais mince, qu'est-ce que vous faites quoi? Ça fait 3 mois que j'attends le bateau devant chez moi, j'ai toujours rien. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais me retourner et je vais aller vers la métropole en disant mais vous en êtes tous sur ce sujet parce que mince, mon habitant là, il se plaint. Quand j'avais le pouvoir en direct, bah, si on décidait de faire le bateau, hop, on contactait, on faisait 2-3 devis, pouf, et puis 3 mois après l'affaire était faite. Ouais. Ouais, et est-ce qu'au niveau de justement être à portée de voix d'enguirlandade, est-ce que des fois tu t'es pas dit mais mince, les lundis matins quand je lis ces mails, que fait le maire, est-ce que ça t'est pas arrivé de dire mais vous êtes grand aussi avec cette histoire de chien, avec cette histoire de... Ou alors est-ce que tu as un self-control incroyable? Comment ça se passe au fond de toi quand justement tu as toutes ces choses qui remontent de partout en fait tout le temps? Alors, d'abord, comme je dis, il faut écouter, hein. Il faut absolument écouter, il faut savoir prendre en compte, savoir aussi relativiser, bien entendu. Mais quand on a des conflits de voisinage, il ne faut pas laisser tomber. Parce que ça peut très vite s'envenimer. Et moi, je constate que depuis 2 ans, on a parfois des dérapages qui sont vraiment sérieux. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux quand on est maire. Tu as parlé de maîtrise de soi. Oui, c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'on appelle dans l'épître aux Galates, quand Paul écrit aux chrétiens de Galates, il leur parle du fruit de l'esprit. Il leur dit, voilà ce que c'est que le fruit de l'esprit. C'est la bonté, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. C'est tout cela. Et d'ailleurs, il termine en disant, la loi n'est pas contre ces choses. Eh bien, évidemment qu'elle n'est pas contre ces choses, parce qu'on voudrait bien que tout le monde soit maître de lui-même, par exemple. Mais le maire que je suis doit avoir ces qualités-là, ces vertus-là. C'est indispensable. Ouais. Hein.
ça ramène la paix. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Il y a 3 semaines, un dimanche soir, je me suis rendu dans une rue où il y avait un conflit. C'est une de mes adjointes qui m'a appelé en disant écoute Franck, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais pas aller visiter telle famille parce que ça va mal se passer avec les voisins. Voilà ce qui s'est produit et je sens bien que le niveau de la colère monte. Eh bien, le fait de se déplacer, le fait d'arriver, de sonner chez les gens à 20h, parce que c'était 20h. Oh là, c'est le maire qui arrive. Là, ça apaise. Si je peux me permettre une anecdote, c'était il y a quelques années, 23h30. J'avais encore mes fils à la maison. Il y en a un qui descend à toute vitesse. Je travaillais dans le salon et qui me dit papa, fais très attention. Il y a un tracteur qui vient d'arriver dans la rue et ça parle très très fort. Je pense qu'il y a une grande dispute. Et ils viennent chez nous, c'est sûr. Il était 23h30. Donc, effectivement, on sonne à ma porte. J'ouvre la porte, je vois 3 personnes qui sont en train de se crier dessus et de s'attraper au col. Vraiment. Bon, j'hausse le ton. Je dis, écoutez, maintenant, moi, j'ai du monde qui dort chez moi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est 23h30. Alors, vous allez commencer par vous taire. Si vous êtes venu, c'est que vous avez besoin de mon aide. Alors, vous allez d'abord défaire vos chaussures, rentrer en chaussettes chez moi, et vous allez faire silence. Je vais vous asseoir et on va parler posément. Eh bien, tout de suite, ça a posé le cadre. Je rappelle ce que c'est que le respect de l'autre. Hein? Bon. Et puis, j'ai donné la parole à chacun. Je donne la parole au premier, le second coupe la parole. Ah, je dis, ça se passe pas comme ça ici. Vous êtes chez moi, c'est moi qui commande. Donc, c'est un tel qui parle. Je l'écoute. Puis après, j'ai écouté l'autre. Puis j'ai écouté le troisième. Bon, bref, je vous fais court. En 3 quarts d'heure, le calme était revenu. On a terminé en partageant un petit verre de cidre. Il était 00h15. mais voilà, le maire d'une petite commune, c'est aussi cela. Mais c'est parfois se mettre en danger. Faut quand même le dire. Hein. L'affaire aurait dégénéré. Chez moi, ça devenait dangereux. Hein. Bah ouais. Ah ouais. En tout cas, on sait qu'on viendra en chaussettes dans ta maison si tu nous invites un jour. Exactement. Surtout si vous venez à 23h30. On retiendra. Je trouve ça tellement intéressant et passionnant aussi. Moi, j'ai peut-être une autre question. Celle-ci, je te l'avais pas envoyée. J'ai l'habitude d'envoyer les questions, mais comme je vois que tu es à l'aise, si tu n'es pas à l'aise, tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais je me suis posé la question, tu es chrétien, tu es évangélique, tu assumes ta foi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi dans ton village un peu un côté conflictuel avec ça ? Je ne sais pas si l'église dans laquelle tu vas est dans le village ou si elle est dans une autre... Mais est-ce que les concitoyens qui sont dans ta commune n'ont pas l'impression que tu vas favoriser les chrétiens pour des non-chrétiens ou, tu vois, est-ce que ta foi fait une différence au niveau... Pour les gens, je dirais ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses que les gens voient ? Je pense que les gens me font confiance. Oui. Avant toute chose, ils ne regardent pas ce que tu crois, ils regardent ce que tu fais. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Quand on lit l'apôtre Jacques qui dit aux chrétiens de son époque « Montre-moi ta foi par les œuvres que tu fais », c'est exactement ça. En plus, en Normandie, on a un petit dicton qui dit « Il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a les faiseux et il y a les diseux. » Alors, je traduis, ça veut dire il y a ceux qui parlent et qui ne font rien, et il y a ceux qui font et ils n'ont pas besoin de parler. Bon. Bien, moi, je crois que c'est d'abord cela. Si on veut être un élu responsable, il faut agir en responsabilité, en honnêteté et en respect de l'autre. Hein. Une des vertus chrétiennes fondamentales, vous savez, que rappelle le Christ, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Eh bien, cette place du prochain, son importance, hein, ou cette autre parole, elle est évangélique, pardon, ou cette autre parole du Christ à laquelle je pense, Jésus dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Donc ça, pour moi, c'est l'un des fondamentaux de la politique. Ouais. Je reviens sur la question que Claude avait évoquée, puisque je voulais vraiment l'aborder avec toi. Est-ce que ton éthique personnelle liée à ta foi rentre par moments en opposition avec ton devoir en tant que maire et tes responsabilités ? Alors, elle peut rentrer en opposition. En tout cas, elle me questionne, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Hein. Là aussi, je vais montrer des sujets très très simples. Par exemple, une fois, un entrepreneur de ma commune
vient au moment de Noël, peu de jours avant Noël, avec une grande bourriche d'huîtres, pardonnez-moi, et puis avec un colis alimentaire, mais de très haute qualité. Bon. Et il me dit, écoutez, monsieur le maire, franchement, je vous remercie pour tout ce que vous faites. On est heureux d'habiter cette commune. Voilà, je vous ai apporté ces cadeaux-là pour Noël. Honnêtement, j'ai été gêné. Vous connaissez là aussi quelle est l'éthique chrétienne, qui nous vient d'ailleurs du judaïsme, et qui nous vient de l'Ancien Testament. C'est qu'il ne faut pas accepter de cadeaux parce que les cadeaux aveuglent. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis, je ne veux pas des cadeaux que vous me donnez, je vous renvoie avec? Puis je peux le vexer parce qu'après tout, il fait ça de bon cœur. J'en ai conscience. Et j'ai eu une idée. J'étais dans ce débat éthique intérieur et d'un seul coup, j'ai eu une idée. Je lui dis, écoutez, je suis très touché par ce que vous m'offrez et sachez que je n'ai pas l'habitude de recevoir de cadeaux pour moi-même parce que j'estime que la mission pour laquelle j'ai été élu, mais je dois l'assurer tout à fait normalement sans que ceci appelle des cadeaux de la part de mes administrés. Par contre, est-ce que vous accepteriez que ce que vous m'offrez, je puisse l'apporter à une famille que je sais nécessiteuse et qui aura certainement du mal à passer Noël? Et l'entrepreneur, il n'a pas du tout été vexé. Et il m'a dit, écoutez, monsieur le maire, c'est généreux de votre part, ça ne m'étonne pas de vous, mais écoutez, comme c'est un cadeau, c'est pour vous, eh bien, faites ce que vous jugez. Et donc, j'ai été porté, je revois encore la scène, j'ai été porté cette grande bourriche d'huîtres et puis les aliments qui allaient avec. J'ai été porter ça un soir à la famille en question, ils étaient 3, mais sincèrement, ils avaient les larmes dans les yeux. Voilà. Parce qu'ils n'aiment pas les huîtres? Si, ils aimaient. Ah, mais c'est beau. Ils étaient très touchés. Bah oui, et je leur dis, c'est tel entrepreneur qui a offert cela, mais la commune est heureuse de le mettre à votre disposition. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc, c'est aussi ça, ces questionnements éthiques intérieurs. Dans une situation donnée, bah oui, parfois on peut être en questionnement. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Nathalie? Qu'est-ce que tu voudrais... Oui, Franck, est-ce que, puisque ça fait 20 ans, si j'ai bien compris que tu es maire, est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as eu envie d'abandonner? Absolument. Surtout au départ. Ouais. J'ai beaucoup souffert au départ. J'en ai fait même une dépression nerveuse pendant 3 mois parce que je me suis trouvé en très, très grande difficulté. Comme je vous le disais, j'ai été élu maire dans un contexte qui était très difficile. Un contexte où il allait falloir être vraiment ouvrier de paix entre une multinationale qui avait des intérêts industriels que je pouvais entendre, mais une population qui devait être respectée et qu'il fallait qu'elle soit respectée, et puis en même temps des enjeux de pouvoir qui étaient très complexes. Bon. Donc, il se trouvait que ma commune était ruinée, c'est-à-dire que nous n'avions plus de finances. J'avais dû être auditionné par la Chambre régionale des comptes, et l'un des membres de la Chambre, à la fin de mon audition, me dit « Monsieur le maire, votre programme, il est simple, il va falloir licencier et relever de 30% les impôts. » Je vous avais dit, je n'avais rien promis, heureusement. Oui. Heureusement. Avec une pareille déclaration, ça m'a vraiment abattu, vraiment. Et puis la commune avait beaucoup de dettes. Et notamment, elle avait des dettes à l'égard d'une personne en particulier. Et nous ne pouvions pas honorer ces dettes. Alors que j'avais demandé un rendez-vous avec le ministre des Finances. C'était Laurent Fabius à cette époque. Il m'a reçu à Bercy, tout en haut dans son bureau, sous la plateforme qui reçoit l'hélicoptère, voyez-vous. Donc, il m'a écouté, j'étais accompagné du député de ma circonscription, je lui ai présenté la difficulté, et je lui ai dit, voilà, je pense qu'il y a une personne qui mériterait d'être remboursée, mais nous n'avons pas l'argent. Eh bien, le 31 décembre, j'ai reçu un virement du gouvernement pour le remboursement de cette personne. Donc, la commune a pu honorer sa dette grâce à une aide exceptionnelle de l'État. Il y avait eu un rapport, bien entendu, de la trésorerie qui avait été effectué, un rapport du service des impôts pour expliquer quelle était notre situation. Sinon, évidemment, ma demande n'aurait pas été jugée recevable.
Mais ce n'était pas une erreur de gestion de ma part. On avait des vraies difficultés. Et voyez-vous, moi, je n'avais jamais eu de difficultés financières à titre personnel dans la gestion de mon foyer. Je me retrouvais à la tête d'une commune dans laquelle il y avait des soucis financiers au quotidien. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'extrêmement stressant. J'aurais une question, Franck. On est dans la période de Noël. Alors là, c'est passé. On enregistre dans la période de Noël et celle-ci est diffusée bien plus tard. Ok. Je recontextualise. Pendant les périodes de Noël, on entend souvent des débats dans les villes ou dans les villages liés à la crèche. Faut-il une crèche? Ne faut-il pas de crèche? Ici à Mulhouse, on a même supprimé marché de Noël, on l'appelait marché. C'est le lumière, je sais pas. C'est pas les lumières de la fête de l'étoffe, etc. Enfin, tout ce qui fait, au nom de la laïcité, tout ce qui fait référence à cette période de Noël et à ce qui s'est passé est à quelque part remise en question. Alors comment ça se passe à Sotteville Sous le Val. Sous le Val. Bon, bien, d'abord, moi, je n'ai pas de crèche dans le hall de la mairie, etc. Il n'y en a jamais eu du reste, comme ça peut se faire dans d'autres régions. En revanche, comme tu l'as dit, Samuel, je n'ai jamais caché mes convictions. Et il m'est arrivé une fois, lors de l'arbre de Noël des enfants, de demander si chacun savait à quoi faisait référence Noël. Et on m'a répondu, les enfants m'ont répondu oui, c'est la naissance de Jésus, etc. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas de discuter librement de ces sujets. Pourquoi ? Eh bien parce que cela fait partie de l'histoire du monde et aussi de l'histoire de notre pays. Enfin, si à un moment donné, il faut arriver à une époque où il faut expurger du langage des fêtes locales, tout ce qui peut faire référence au christianisme, et alors il faut effacer la moitié de l'histoire de l'humanité. Bon, et dans ce cas-là, ça s'appelle du despotisme, c'est du tyrannisme, c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas imaginer tomber dans une telle tyrannie de la pensée. La République et la laïcité, cette laïcité que je viens de nommer, elle est conçue non pas pour être une religion qui nie toutes les croyances, mais elle est conçue pour donner et créer un espace de liberté sécurisé et sécurisant pour que chacun puisse partager ses convictions dans le respect de la conviction d'autrui. Alors si demain, il faut enlever le mot Noël, il faut enlever le mot Pâques, il faut enlever le mot Pentecôte et je ne sais quoi encore, je crois qu'il faut clairement se poser la question, mais pourquoi une telle tyrannie de la pensée cherche-t-elle à prendre place? J'ai une question, moi aussi. Vas-y. Franck, tu es bien au courant que ces 20 dernières années, les lois sociétales ont évolué, notamment des questions sur le mariage pour tous, etc., où le maire ou le représentant de l'État, l'officier d'état civil, est censé officier. Je m'interrogeais comment une personne comme toi, qui est croyante, va pouvoir gérer peut-être le clash, la collision entre tes convictions personnelles, respectables, et finalement un couple lambda qui vient se marier en étant du même sexe. Alors, moi, j'aborde toujours ces sujets de société d'abord sous l'angle de la raison. C'est toujours ma première réflexion. C'est-à-dire que quand il y a une volonté d'un gouvernement, quel qu'il soit, de modifier ce qu'on appelle les règles sociétales, comme tu viens de l'évoquer, Claude, il faut regarder ça de manière la plus factuelle et la plus raisonnable qui soit. Dans le cas de la loi de mariage et d'adoption pour tous de 2013, il y avait eu un débat engagé à ce sujet avec le président Hollande le 20 novembre 2012 au Congrès des maires de France. Là,
à ma demande et à la demande d'une mère alsacienne d'ailleurs, nous avions demandé au président des maires de France d'interroger le président de la République qui allait venir nous voir quelques instants après à propos de son projet de loi sur le mariage et l'adoption pour tous. Nous lui avions expliqué, écrit d'ailleurs, pour lui dire que nous pensions que parce que le mariage en droit français fonde la famille, cela n'irait pas dans le sens de l'intérêt de l'enfant sur le long terme et que ouvrir le mariage à tous, c'était ouvrir la porte à des revendications de droit à l'enfant et que c'était ouvrir la porte à des revendications de multiparentalité ou de multiparenté. Nous avions donc donné ces alertes-là. Et moi, j'ai été le porte-parole d'un collectif qui s'appelle le Collectif des maires pour l'enfance. Nous étions 20 153 maires et adjoints aux maires à avoir interpellé la présidence de la République sur le sujet. Et donc, lors du congrès des maires le 20 novembre, la question est posée, est-ce que les maires devront marier des personnes de même sexe au cas où la loi serait adoptée? Et le président de la République a répondu très exactement ceci, en disant, si la loi est votée, les maires auront à l'appliquer. Mais la République, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est la liberté de conscience. Ce qui fait que les journaux, le lendemain matin, titraient, mais tous, parce que j'ai gardé toutes ces archives, le président Hollande recule devant les maires, il leur accorde la liberté de conscience. Bon. La suite, on la connaît malheureusement. Il y a eu une adaptation des règles qui, dans la loi de mariage et d'adoption pour tous, a dit qu'on pourrait se marier non seulement dans sa commune, là où on habite, mais aussi dans la commune de l'un de ses parents, pour élargir le champ des possibles au cas où certains maires ou certains adjoints au maire ne voudraient pas procéder à un mariage de couples de même sexe. Et puis, les maires ont demandé le respect de leur liberté de conscience. Mais là-dessus, la loi française ne l'a pas prévu. Il n'y a pas de clause de conscience dans cette loi de mariage et d'adoption pour tous. Alors, c'est pourquoi nous sommes allés des centaines et des centaines de maires devant le Conseil constitutionnel, devant le Conseil d'État, pour dire « Mais comment se fait-il que notre liberté de conscience n'est pas prise en compte ?» La réponse du Conseil constitutionnel est intéressante. Et là, je demande votre attention. Vous vous souvenez qu'au départ, je vous ai dit que le maire était non seulement l'élu de ses concitoyens, mais il était aussi le représentant de l'État. Et le Conseil constitutionnel a répondu en disant « Dans le cadre de ses responsabilités d'officier d'état civil, le maire étant le représentant de l'État, comme l'État est neutre, le maire doit être neutre. Il ne peut pas faire prévaloir sa conscience. En clair, il doit obéir. » Mes chers amis, c'est grave cette disposition. Ça veut dire que parce que nous sommes les représentants de l'État, mais nous n'avons pas été élus par l'État, nous sommes élus par les Français, c'est-à-dire par le peuple. Eh bien, le fait que l'État nous délègue une partie de ses missions nous impose des contraintes en termes de conscience qui font de nous des sous-citoyens, si je puis dire, puisque constitutionnellement, la liberté de conscience est garantie à tous. Oui. Quand nous sommes allés devant la Cour européenne des droits de l'homme, 5 ans après, la Cour nous a répondu en disant « On ne va pas examiner votre affaire parce que le Conseil constitutionnel vous a déjà répondu ». Au jour d'aujourd'hui, ce questionnement est toujours posé, mais cette fois-ci devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Le comité n'a toujours pas donné sa réponse. Nous espérons que la liberté de conscience des maires pourra être garantie, non seulement pour ce sujet, mais aussi pour d'autres sujets. On le voit aujourd'hui avec ces évolutions de société dont Claude parlait tout à l'heure. Les maires vont devoir enregistrer dans l'état civil de leur commune parfois une double filiation maternelle pour des enfants. Ça prive totalement un enfant de filiation paternelle, cela. Bon, ben, ça peut aussi poser un véritable questionnement par rapport aux droits de l'enfant. Quand on sait que la Convention internationale des droits de l'enfant dit que l'enfant a droit de connaître son père et sa mère et d'être élevé par eux autant que possible. Merci. Merci beaucoup Franck pour ton temps,
pour ces interventions qui sont riches. Hein, Ah oui. C'est brillant. Vraiment brillant. C'est agréable de t'écouter en plus, tu vois. Oui, donc, c'est vrai. non seulement, en plus de ça, tu es éloquent. Donc merci beaucoup. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc on va Déjà. s'arrêter là. Mais je tiens à te remercier vraiment pour ce moment. Et merci à vous, puis merci à tous ceux qui nous écouteront, qui nous regarderont. Avec joie, et puis quand tu veux, quand tu viens en Terre Sainte alsacienne, tu es le bienvenu. Hein. C'est avec plaisir que je retrouve mes racines. Très bien. À bientôt, Franck. À bientôt, les amis. Bye. Bye, Franck. Ah ouais, mais c'est sûr que c'est riche, et puis sa fonction, elle est en plus de son emploi à plein temps. Hein. Ah oui. Mais c'est aussi une vocation, là. C'est ça. Je pensais à son épouse, on n'en a pas parlé, et aux enfants. C'est même la famille qui doit soutenir et supporter tout ça. Hein. Ouais. Donc tout ça, c'est beau de voir quelqu'un qui je dirais, a le souci du bien commun, Ouais, de la vraiment. paix commune, de Ouais. la paix civile, de voir que finalement, la foi peut aussi se traduire dans ce genre de fonction, sans pour autant enlever quoi que ce soit à sa qualité de foi, à la qualité de sa foi. C'est ce qu'il disait, il y a les 10 œufs Oui, Les les faiseux. faiseux. et les faiseux. J'allais dire les faisans, mais c'est pas les mêmes. Les faisans, Et puis, Les faisans se font tirer dessus. et puis c'est vrai Les qu'aujourd'hui, faiseux. on a l'impression de voir des maires, mais c'est surtout des grandes villes, etc., où Oui. c'est que de la politique. Eh Mais oui. dans les petites communes, etc., c'est des gens qui partent d'abord de j'aime les concitoyens et j'ai envie d'être Beaucoup de au force de service. caractère aussi. Oui, puis ils consacrent leur temps, leur force, pour des retours qui sont Oui. Ouais. Maigre, hein. Mais très maigres. Et comme ce qui est plus inquiétant dans ce qu'il disait aussi, c'est la situation même économique des communes. Ça doit quand même nous poser des problèmes. Une question que j'aurais, maintenant peut-être aimé poser, c'est si lui, il a vu une détérioration de l'autorité du maire. Mais c'est ce Mais- qu'on a évoqué. Pas face à l'État, mais face aux concitoyens. Ah. Puisque tu vois oui. que l'autorité de la police oui, c'est sûr. s'effondre. Je pense que ça, les c'est- pompiers Écoute, s'effondrent. Il fait déjà enlever les chaussures aux gens quand ils rentrent chez eux, c'est quand même qu'il a de l'autorité. Hein. Oui, c'est ça, j'ai une force de caractère. Autorité naturelle, je crois. Ouais. hein, mais quelqu'un c'est juste. Mais aujourd'hui, on Mais l'a aujourd'hui, on l'a évoqué. On a eu Alain Magnien qui est venu sur le plateau par rapport à la police il y a quelques semaines, et on l'avait évoqué en disant mais la notion d'autorité. On parle rien que de ça, de la notion La notion, d'autorité. ouais. Elle est déjà, elle fait déjà problème. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à se soumettre à une autorité. Et c'est aussi pour moi ce que j'aurais aimé lui poser, et c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas. Mais comment il explique un tel désintérêt par rapport aux élections municipales de la part des Français? Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas d'autorité, ils s'en fichent, ou est-ce que c'est parce qu'en fait ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de pouvoir justement? Oui. Ils ne peuvent plus rien faire. ils ne sont plus entendus. Et j'ai le sentiment que les Français votent davantage pour les élections municipales que quand c'est proche que quand c'est plus loin. Ah, moi j'ai pas l'impression de ça. Moi j'ai l'impression l'inverse, ouais. Vous n'avez pas les statistiques. Non, donc, j'ai Peut-être les villes, ouais, en tout cas, oui, c'est vrai que les élections. les dernières élections municipales à Mulhouse, c'était C'est énorme. 30%. Énormément d'abstention. Hein. L'abstention était... C'est le record d'abstention. Ah oui, cette c'est vrai. Alors évidemment, on était dans une période aussi très particulière, hein. année. Ouais. Mais il y a un désintérêt pour l'affaire publique aujourd'hui. Et je pense que les chrétiens que nous sommes, doivent prendre conscience de l'importance que cela représente de prendre part. Ouais. Ah oui. Aussi en tant que chrétien. Ah oui. Maintenant... J'ai une amie on la connaît, hein, c'est Alkirch, qui s'est intéressée à la chose publique, qui était élue. Et alors, quand j'ai su qu'elle était élue, j'ai dit, mais franchement, Noël, là, ce que vous nous faites comme spectacle, je dirais, de mise en scène sur le rond-point dans l'entrée de la ville, sur le parvis de l'église de la ville, il y a un petit... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je c'est vois un pas truc, de- C'est un truc... En fait, c'est des sorcières qui dansent. sorcières, En fait. et dansent, enfin des... À À Noël. Oui, à Noël. Ils sont trop À Noël. payés. Alors, Ils sont trop à l'entrée du calendrier. rond-point de la ville, il y avait un gars avec un crâne fendu, enfin, avec une hache dans le Ouais, crâne. c'est ça. C'est la décoration de. Ça de faisait de Alkirch. l'art. C'était de l'art. Et elle me dit, mais ça c'est lié à des personnages qui tiennent des postes clés dans la ville. Et cette année, je suis passé, comme d'habitude, à Noël, il y a des décorations de Noël. Et cette année,
le rond-point d'entrée de la ville est magnifique. Il y a Ça rien a de tout changé. ça. Ils ont mis des sapins en bois avec des décorations de Noël. On se retrouve à Noël, quelque chose de beau. Et sans tous ces personnages lugubres C'était lugubre. Ouais. Comme dit, ils sont peut-être juste trompés de calendrier. Hein, c'est peut-être juste pas le problème. Des années Halloween, Noël, c'est d'affilée. vrai. Mais ce qui m'aurait aussi intéressé comme question, c'est, puisque c'est un élu, il est chrétien, alors dans quelle mesure, tiens, par exemple, un pasteur peut-il se positionner alors qu'il a une fonction publique aussi, de fait? Ah oui, bah oui. Déjà, il n'est pas pasteur, hein, je vous Non. le précise, mais ce sont des questions. Et puis ensuite... Mais pour moi, c'est l'occasion de le réinviter. Hein, ça sera Ouais, l'occasion. Mais Non, plus mais- largement, moi, je te pose une question en tant que pasteur. Est-ce que tu penses que les croyants, je dirais, ce serait souhaitable qu'ils s'investissent pour la chose publique ou non? De la vie de la cité. Hein, vie de ouais, la le Présenter bien de en la mairie, cité. etc. Eh bien, écoute, moi je vais te répondre de manière à la juive. politique. En tant que pasteur, penses-tu que... Non, alors, moi je crois que les chrétiens sont... Pour certains chrétiens, ils sont aussi appelés à la vie publique. Et puis aussi appelés à s'investir. Ce n'est pas le cas pour tous, mais comme on a des chrétiens qui vont être appelés à être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, ou des chrétiens qui vont être appelés à être Ils sont au service de cette manière. Et Franck est un bel exemple parce qu'il a été réélu. 98%. À 98%. Et moi, je me dis s'il y a des amis qui se sentent appelés à être adjoints, peut-être un jour maire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui. Il y en a. Mais c'est sûr que ce n'est pas ensuite aux églises de faire des campagnes. Parce que ça m'est arrivé un jour, je suis arrivé dans une église où la couleur du hall d'entrée a été mise à la couleur du parti dans lequel se trouvait la fille d'un des responsables de l'église. Et je pense que ça, c'est pas notre rôle. C'est mauvais. Hein. Nous sommes là pour annoncer l'évangile, etc. Après, dans nos églises, il y a aussi de multiples convictions politiques qu'il nous faut aussi respecter. Moi, je sais que personnellement, en tant que pasteur, je ne pourrais pas m'engager en politique et être pasteur. Puisque le message de l'évangile, lui, doit toucher toutes les couches de la population. Mais je crois que des membres peuvent être appelés à devenir maires, peuvent être appelés à être un ministre. Je sais pas Artisans de paix, quoi, quand même. Oui, artisans de paix. Les artisans de... Le temps est passé. Voilà. Vraiment. Déjà. On va s'arrêter Ça là. passe Et vite. puis, merci à chacun d'entre vous. On va prier pour les mères aussi. Tiens. Ouais. Est-ce que papa, tu veux bien prier? Avec plaisir. Père, nous voulons te remercier d'abord pour ces temps qui sont toujours des temps privilégiés, des temps d'échange. Et je veux te remercier pour tous ceux qui sont engagés. L'exemple de Franck, il porte le témoignage de l'Évangile au travers de son comportement et de son attitude. Et Seigneur, nous savons qu'ils ont des défis et pourtant tous ces maires de France, qu'ils soient hommes ou femmes, eh bien, ont un rôle tellement important. Ils sont faiseurs de paix et nous voulons vraiment te prier pour eux. Te prier pour ces hommes, ces femmes qui administrent les uns des villages, d'autres de petites villes, d'autres des agglomérations plus importantes, mais nous te les apportons. Et te demandons de les aider, de les inspirer. Seigneur, tu nous invites à prier pour qu'il y ait toujours la paix dans la cité, de manière à ce que nous puissions aussi vivre notre foi librement. Et nous te le demandons de tout notre cœur. Merci pour ces temps passés ensemble et merci également de bénir tous ceux et celles qui sont avec nous et qui suivent cette émission, qu'elle puisse aussi les enrichir au travers des différents échanges et des différents débats que nous pourrons parfois avoir. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci à toi. Merci à vous d'être assidus. Comme dit, c'est la 50e, donc peut-être certains vont nous regarder depuis la première. Il aurait dû avoir un petit gâteau d'anniversaire. Mais oui, mais peut-être qu'un jour on pourra avoir un peu de nourriture, tiens, ça serait pas mal.
mal. Hein. Ah oui. Ça aurait été... Bouteille de crément, quand même, on a Une dit. bouteille de crément. c'était- Il y a du schnapps en attendant. Nous avons du Château de la Pompe 1800. En tout cas, merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à partager cette émission. Commentez aussi si vous avez d'autres idées, si vous avez envie de réagir sur ce que Franck nous a partagé ou même sur d'autres sujets, sur la chance, la malchance et tout. Là, je vois bien certaines réactions. N'hésitez pas, on les lit. On prend le temps aussi d'interagir comme ça. C'est aussi votre émission de cette manière-là. Ah, nous sommes comme Franck. Après l'émission, nous ouvrons les emails. Le courrier des plaintes, des fois aussi. Hein, il y en a aussi. Non, c'est vrai que Lundi matin. Le bureau des plaintes. Il y en a aussi, il y en a aussi. Mais vraiment, n'hésitez pas, c'est une joie. Vous le savez, sur toutes les plateformes aussi, Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes podcast et puis sur YouTube. À bientôt, rendez-vous vendredi prochain à 19h.